Bonjour à tous. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cette troisième édition du Forum d'innovation d'Investance. Cette année, nous allons aborder le thème de cybersécurité autour de la révolution technologique et l'évolution du cadre réglementaire. Surtout étant donné qu'on a des cyberattaques de plus en plus puissants et sophistiquées. Ouais. Alors, je disais que compte tenu des cyberattaques qui sont de plus en plus puissants et sophistiqués, et on ne peut ne pas parler d'Uber qui a subi où les données étaient dérobées de 57 millions d'utilisateurs. Ces attaques aujourd'hui font vraiment le quotidien de notre quotidien. Pour parler de ce sujet, donc on a un panel d'intervenants effectivement qui sont référents dans leur domaine. Non, mais... Alors, Madame Myriam Kemener, qui nous fait honneur d'être présente également cette année à la conférence, qui est magistrate judiciaire et conseillère juridique au ministre de l'Intérieur, est également expert auprès du Conseil de l'Europe en matière de cybercriminalité. Et par ailleurs, elle est auteure aussi de plusieurs ouvrages sur le sujet de cybercriminalité. Maître Christiane Ferrell-Schul, qui, elle, est avocate, exerce dans le secteur du droit de l'informatique, des nouvelles technologies, des données personnelles et de propriété intellectuelle. Elle a été également désignée Best Lawyer of the Year, 3 années consécutives dans les nouvelles technologies pour Paris. Monsieur Alain Bouillet, donc, qui est directeur de la sécurité de systèmes d'information du groupe Caisse des dépôts et préside également depuis 2012 le club des experts de l'information et de numérique regroupant plus ou moins plus de 300 RSSI de grandes entreprises, et M. Philippe Motou, qui est directeur du développement des études avancées pour l'ensemble de la business unit 6, donc système d'information et de communication sécurisé chez Thales. Il intervient et représente Thales en tant qu'expert senior auprès des institutions, plusieurs institutions gouvernementales. Thomas Bassin, qui est également présent, journaliste au Décideur Magazine, donc qui pilote le développement éditorial, les études de marché dans divers domaines, dont la cybersécurité, cybercriminalité. Et Thomas fera également l'animation de ce débat. Et un petit clin d'œil à Laurence Barouin, qui est un peu le building blocks de cybersécurité au sein de Investance et qui a été notre menteur dans la préparation de cette conférence. Avant de laisser la parole aux intervenants, je souhaite juste partager quelques réflexions, informations pour un peu planter le décor. Donc, la sécurité informatique. La sécurité informatique bénéficie aujourd'hui d'une nouvelle alliée, donc l'intelligence artificielle, qui, avec son apport de protection de systèmes d'information face aux attaques de plus en plus sophistiquées et ingénieuses, permet de justement pallier au fait que l'humain seul n'y suffit plus. Et comme dans d'autres secteurs, l'intelligence artificielle s'avère également précieuse dans ce domaine de cybersécurité pour les analystes de sécurité face à ces nouvelles menaces. Deep learning, machine learning et d'autres composants de l'intelligence artificielle s'appuient plus ou moins sur, entre autres, sur 3 principaux piliers. Donc, l'exploration de données, donc data mining, la reconnaissance des motifs, donc pattern recognition, et l'informatique neuronale, qui est inspirée des réseaux neuronaux. Cette science, qui est en plein essor grâce à la puissance des serveurs aujourd'hui puissants qui ingèrent des données, une quantité et puis une variété de données diverses et qui permet aujourd'hui à l'intelligence artificielle de prendre cette ampleur. Mais c'est aussi caractérisé par une intervention accrue d'experts métiers avec des scientifiques qui nourrissent un peu les algorithmes de l'intelligence artificielle. Néanmoins, petit bémol, c'est que ces algorithmes apprennent à partir des données massives, donc le big data, et les attaquants pourraient
injecter des données erronées afin qu'ils apprennent mal et deviennent non seulement inefficaces, mais éradiques. Donc l'écosystème aujourd'hui de cybersécurité est un nouveau paradigme, mais qui a besoin d'être mieux armé. Et la question qui se pose, c'est comment réglementer justement cet écosystème. Aujourd'hui, nous avons, donc on a voulu juste partager quelques réglementations principales qui sont en cours, mais il y en a plusieurs d'autres. Loi de programmation militaire qui s'applique sur des opérateurs d'importance vitale, qui a but de relever ce niveau de sécurité sur ces opérateurs vitaux. RGPD qui est sur les données personnelles, donc règlement qui va être effective 25 mai 2018, donc très très prochainement. NIS, Numeric Network and Information Security. Donc ça renforce l'écosystème de cybersécurité et la collaboration entre États membres. Ensuite, on a loi pour une république numérique, donc c'est préparer l'État sur les enjeux de la transition numérique et l'économie de demain. Et puis, last but not least, projet de loi de modernisation, simplement pour rendre toutes ces réglementations faciles à comprendre et interpréter. Juste passer sur le slide suivant. Donc on a juste quelques chiffres clés, dont les 4 avec des bullets un peu rouges. Donc les 4 causes un peu majeures de cybermenaces s'alignent sur 4 types demeurent sur ce 4 types de fraude. Donc device breach, c'est tout ce qui est objet connecté et bring your own device, donc les employés qui ont le droit d'utiliser les terminaux personnels. Social engineering, c'est un peu le mine d'or des attaquants. Les fraudes qui sont email frauduleux ou les fraudes au président, ou bien les violations des données qui est le plus important, donc data breach. Vous voulez également faire un petit zoom sur quelques événements clés qui se sont passés dans l'année qui vient de s'écouler. Je pense que tout le monde est un petit peu au courant de PTA qui a fait une perte de 1 milliard d'euros. WannaCry, pareil, qui a impacté une dizaine d'entreprises, de grands groupes, et qui a impacté à travers 150 pays. Donc ça, c'est un impact assez large et répandu. On va faire juste un petit zoom rapide sur l'affaire Swift. En attendant effectivement Deloitte qui détient des données des grands clients sur la partie audit qui a été également piratée sur 500 millions de messages. Donc un petit zoom rapide sur Swift. L'affaire Swift a subi une cyberattaque où il y a eu une trentaine d'ordres qui sont adressés par le Bangladesh Bank, dont la majorité sont bloqués ou n'aboutissent pas. Il y a néanmoins 81 millions de dollars qui sont tout de même virés. Donc le CEO de Swift a, par cet incident, renforcé la cybersécurité. En revanche, il a non seulement renforcé la cybersécurité, mais exigé ses clients de auto-certifier leur conformité à travers 16 normes de sécurité. Et ces normes de sécurité, et donc les clients seront audités le 1er janvier 2018 pour voir quel est leur niveau de conformité. Et à ce moment-là, on voulait faire un petit zoom sur le business case, un peu le case study Bottomline. Donc Bottomline nous fait également l'honneur d'être présent parmi nous. Alors, je n'arrive pas à les citer, qui sont juste là. Alors, Bottomline a développé la solution donc Payment Fraud for Swift. Bottomline étant reconnu par Gartner comme étant une des solutions qui respecte les exigences risques, mais aussi qui est également solution référencée sur le Continuous Risk Assessment. Donc la solution Payment Fraud for Swift a fait quoi de différente? C'est qu'ils ont capacité d'identifier les paiements suspects qui se passent parmi des centaines et de milliers d'opérations par des éléments de contexte qui sont externes. Donc, quand je dis externe, ce n'est pas dans le système d'information soit, et ce sont des éléments de contexte qui sont sur la date hors de l'opération, l'identité d'utilisateur, l'origine de l'utilisateur. Voilà, donc je vous invite si vous le souhaitez, découvrir un peu plus, aller les rencontrer. Donc, ils sont déjà présents un peu dans la salle et puis après également. Et il y a une présentation qui est prévue à 13h40 lors de la session des keynotes. Voilà, écoutez, merci beaucoup de votre attention et je vais maintenant passer la parole aux intervenants.
Bonjour à tous, merci Préti pour ces propos liminaires qui constituent une formidable introduction à notre sujet de la matinée qui, vous l'aurez compris, portera sur la cybersécurité. Alors, un mot peut-être pour vous rappeler qu'il n'y a pas un jour qui passe aujourd'hui sans que la transition numérique ne soit portée au nu, que ce soit dans les discours des grands dirigeants, dans les médias ou encore dans les séminaires de cabinets de conseil. Cette ère du tout connecté qui est promise comme un Eldorado pour certains ou comme un tremplin de croissance est également synonyme d'une exposition sans précédent à des risques inédits. Donc ce sont évidemment les cyber-risques dont nous allons parler et que nous allons bientôt définir ensemble. Ces risques, ils sont également en train de menacer l'ensemble des parties prenantes de l'économie, puisque une simple connexion à Internet expose à ces risques nouveaux. Et donc que ce soit au niveau des entreprises ou même aux plus hautes sphères de l'État, le problème a été pris à bras-le-corps. Le mois dernier, le site cybermalveillance.gouv.fr a notamment été lancé pour assister les victimes et les mettre en relation avec des prestataires qui vont être d'une aide précieuse pour limiter les dégâts et conserver ce qui peut encore l'être malgré la cyberattaque. Donc on s'en aperçoit très vite, le champ lexical qui est utilisé est celui de la confrontation. On parle de cyberdéfense, de cyberattaque, de brèches de sécurité, de pirates même. Donc à partir de là, je pense que ce qui est absolument nécessaire, c'est de bien identifier, pour commencer, les armes dont disposent nos ennemis, en l'occurrence donc les différentes cyberattaques qui peuvent menacer les entreprises ou les particuliers. Alors je me tourne vers vous, Alain Bouillet, pour tenter justement de définir ces éventuelles menaces et éventuellement tenter de dresser une typologie de celle-ci. Oui, alors c'est un exercice un peu difficile, effectivement, puisqu'on voit des attaques fleurir à peu près chaque jour et touchant des grandes entreprises avec toujours à la clé des millions, voire des milliards, puisque pour Yahoo, ça se compte en milliards, de données volées et qui sont bien évidemment après réutilisés pour être revendus, parce que derrière tout ça, il y a un aspect lucratif évidemment prégnant. Alors c'est vrai qu'on peut classer ces différentes attaques en différents domaines. Il y a effectivement l'aspect lucratif, et là ce sont quand même les attaques les plus fréquentes et en général les plus médiatiques, puisqu'elles touchent de très larges publics. On a vu effectivement Uber ces derniers temps. Alors le point commun quand même de toutes ces attaques, c'est qu'on n'est pas au courant tout de suite, hein. Le GDPR qui nous dit qu'il va falloir prévenir dans les 72 heures. Là, je pense qu'il y a des progrès à faire de la part des entreprises victimes. On a vu, vous n'avez pas cité Equifax, mais Equifax qui était quand même un sujet intéressant, puisque là, on était en plein dans la donnée à caractère personnel, 145 millions de données de citoyens américains volées. Donc, et derrière, encore une fois, un aspect lucratif. D'autres attaques que nous voyons arriver, enfin que nous observons, sont les attaques on va dire d'idéologie. On a vu beaucoup de sujets autour des élections américaines, voire même des élections françaises. Et puis aujourd'hui, quand vous n'êtes pas content après tel ou tel individu, tel ou tel État, telle ou telle position, eh bien voilà, vous l'attaquez et vous exprimez votre opinion au travers de ces attaques. Et ça, je pense qu'effectivement, ça ne touche pas nécessairement directement les entreprises, mais on voit bien que l'aspect, le résultat peut avoir des conséquences, enfin on le voit avec les élections américaines, assez intéressantes. Troisième catégorie, on peut aussi, on voit beaucoup, enfin ça s'est vu il y a quelques années, en particulier avec l'Estonie et la Russie, c'est la déstabilisation entre les États. Dorénavant, effectivement, les États sont très outillés en matière numérique. La digitalisation est passée par beaucoup d'États, pas encore aussi loin qu'on le voudrait, j'imagine, en France, mais quand on regarde un pays comme l'Estonie, tout se fait aujourd'hui
aujourd'hui par Internet. Et du coup, quand on veut déstabiliser le pays, eh bien, il suffit d'attaquer effectivement les différents services de l'État et vous mettez comme ça effectivement un pays par terre. Et ça, ce sont des choses qui sont intéressantes à noter parce que du coup, ça nous fait rebondir sur la dernière attaque qui, pour le coup, peut difficilement se ranger dans les différentes catégories. Je veux parler de NotPetya. NotPetya, c'était une attaque effectivement intéressante parce que d'abord, c'était une attaque destructrice. On n'avait pas vu ce genre de phénomène avant. Faut quand même voir que des entreprises comme Merckx ou comme plus près de nous Saint-Gobain sont revenus à la gomme et au crayon et Merckx est encore en très très grosse difficulté. Ils sont incapables de fournir la demande de vaccins. Enfin, il y a des vies humaines en jeu derrière cette attaque-là. Saint-Gobain, il n'y avait pas de vie humaine, mais enfin, ils ont quand même eu 3 semaines un peu compliquées où il fallait grosso modo reformater, redémarrer toutes les machines et tous les serveurs. Et ça, une attaque comme ça, on n'en avait pas vu encore de ce type-là avant, enfin, ou du moins aussi destructeur, ce qui du coup fait réfléchir les entreprises en fait sur la problématique de, parce que Saint-Gobain c'était pas, enfin je veux dire, c'était pas des débutants en matière de sécurité, hein. Ce sont des gens qui ont voilà un RSSI que je connais bien, une politique sécurité, enfin voilà, c'était pas le sujet du manque de moyens ou du manque de, mais bon voilà, ça leur est tombé dessus. Alors ça leur est tombé dessus parce qu'effectivement, si on reprend le cheminement et je vais conclure là-dessus, c'est que ces attaques-là, ça vient de quoi? Ça vient d'abord de la NSA, hein, qui détecte des failles chez Microsoft. Alors tout le monde détecte des failles chez Microsoft, hein, mais en général, on prévient Microsoft. Et Microsoft fabrique l'antidote. La NSA dit, non, je vais les garder pour moi, et puis je vais peut-être les utiliser, ces failles-là, pour aller espionner encore davantage le monde entier. Manque de peau, ils se font voler, comme un mauvais laboratoire se ferait voler ses fioles de virus mortels. Ils se font voler leur souche virale. Et là, ça tombe effectivement entre des mains. Alors, je ne refais pas l'histoire, mais un peu étatique quand même. Et on a l'Ukraine en ligne de mire. Enfin, l'Ukraine qui était en ligne de mire de ces attaques-là. Et des Saint-Gobain et autres Renault qui se retrouvent attaqués parce qu'ils ont des filiales en Ukraine. Donc, en gros, Saint-Gobain ne demandait rien à personne et n'était pas véritablement visé par ces attaques. Donc, le point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'on a affaire maintenant à des fabricants de virus, d'attaques archi puissants. Hein. Quand la NSA commence à s'en mêler, effectivement, ça commence à faire mal. On voit bien que la NSA est pratiquement tous les mois se fait voler quelque chose. Donc, on peut se poser des questions effectivement sur cette agence. Et puis, surtout, je pense que ce qui fait le succès de tout ça, c'est le fait que tout le monde a le même système d'exploitation aujourd'hui sur son bureau, à la maison, dans l'entreprise. Et ça, c'est vrai depuis 25 ans, depuis que l'informatique personnelle est rentrée dans le paysage. Mais imaginez 2 secondes, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire dans les entreprises. Dans les entreprises, on est en train d'externaliser l'ensemble, vous avez parlé de digital et d'ouverture, on est en train d'externaliser nos systèmes d'information en masse, et en particulier nos systèmes de bureautique. Et chez qui on va? On va chez le même. On va chez Microsoft. Donc ça veut dire que demain, on a une concentration absolument gigantesque de données chez un seul et même fournisseur, et que sera effectivement la conséquence d'une attaque massive sur ces bases de données-là de Microsoft. Merci beaucoup. Alors, on comprend très vite qu'il y a de nombreux dangers. Est-ce que la législation qui est donc qui se multiplie vis-à-vis de ces questions-là, Preti a présenté une slide tout à l'heure avec les textes de loi qui tentaient de réguler ce secteur en imposant de nouvelles obligations, en instaurant aussi de nouvelles peines pour dissuader peut-être les auteurs de cyberattaques. Est-ce que vous pensez, Christian Ferrachul, que ces évolutions sont bien adaptées à la situation actuelle ? Alors vous posez une
la question de la responsabilité du chef d'entreprise de manière générale, qui doit connaître la législation, ce qui n'est pas simple compte tenu de l'arsenal qui est en place. Alors, je pense qu'il faut tout d'abord rappeler que le chef d'entreprise a une obligation de sécurité et a toujours eu cette obligation de sécurité, qui est une obligation de moyens. Il a cette responsabilité à l'égard de ses actionnaires, des salariés, des clients, et tout ça doit fonctionner. Jusqu'à récemment, cette obligation s'appréciait de manière subjective. C'est un peu la responsabilité du chef de famille qui doit vérifier que tout est fermé chez lui. Est-ce qu'on part en claquant la porte? Est-ce qu'il faut la fermer à double tour? Est-ce qu'à l'intérieur, on met un coffre-fort? Et est-ce qu'il y a des éléments qui doivent être dans le coffre-fort? Ce sont les questions que pose l'assurance de manière générale. Et c'est de cette obligation-là qu'on est en train de parler. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'ensemble des textes, puisque vous dites, et vous avez très justement dit en introduction qu'il y a une prise à bras-le-corps par les autorités de cette problématique, c'est qu'on est passé de cette obligation de sécurité qui était une obligation de moyens, donc appréciée au cas par cas, à une obligation qui est de plus en plus réglementaire et qui, dont la provenance est pour l'essentiel européenne. Donc nous avons, vous en avez forcément entendu parler, le RGPD, le fameux règlement de protection des données personnelles, mais vous en avez d'autres. Vous avez le règlement e-privacy qui a vocation à sortir en même temps, en mai 2018. Vous avez la directive Nice dont vous avez parlé, qui est une directive qui vise la sécurité. Et le raisonnement est le suivant. C'est qu'aujourd'hui, les cyberattaques dont vous venez de parler sont des cyberattaques qui interviennent de manière transversale. Donc au plan européen, l'idée est de dire il ne faut pas qu'on tombe comme des dominos. Et on va distinguer les organismes d'importance vitale parce que ça va toucher à des sensibilités, hein, le nucléaire, l'électricité, la santé. Donc il y a des domaines qui sont plus sensibles que d'autres. Et là, il y a des niveaux d'exigence de sécurité. Mais plus généralement, dans l'économie, ne doit pas être fragilisé par ces attaques dont vous avez parlé, et on va renforcer là le niveau de responsabilité du chef d'entreprise. Donc, oui, c'est compliqué parce qu'on voit apparaître toute une série d'obligations et que le chef d'entreprise est confronté à toute une série à cette complexification et par délégation, bien sûr, les DSI, RSSI et tous les acteurs au sein de l'entreprise. Mais il y a une cohérence, générale qui relève à la fois de l'éthique. Faisons attention au traitement des données personnelles. Vous avez parlé de l'affaire Uber, dont on a tous entendu parler cette semaine, la semaine dernière, mais il y en a plusieurs depuis longtemps. Hein. L'affaire Target, qui est intervenue il y a 2-3 ans, avait quand même provoqué enfin, on a vu les conséquences, puisque la chute du chiffre d'affaires a été conséquente. Donc il y a à la fois une question d'éthique. On n'utilise pas les données personnelles sans prendre des mesures de sécurité à hauteur des enjeux. Il y a également donc cette prise de conscience. Nous avons l'obligation de notifier dans des délais. Vous dites, attention, les délais sont très courts, on n'a pas nécessairement l'information aussi rapidement, le cas de Uber. Je sais que certaines législations, et j'entendais parler de la Chine ou de l'Inde, le délai est extrêmement court puisqu'il est de 6 heures. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de dire, plus vous avez une activité sensible, plus les délais vont être courts, mais on voit bien que les points d'alerte sont toujours cohérents. On va devoir informer l'ANSSI dans un délai très court, on va devoir informer donc par délégation les services du Premier ministre, l'autorité de contrôle, mais chacun de nous est concerné parce que souvent ce sont les données personnelles. La question des virus, nous sommes dans une société où nous sommes tous interconnectés, eh bien il faut être extrêmement vigilant.
et nous fonctionnons tous comme des bateaux qui, à certains moments, chargeons et déchargeons. Nous devons faire attention au contenu, sauf que la sphère qui longtemps a été une sphère concrète. Nous sommes dans une salle et on peut appréhender différemment les choses. Nous passons à une sphère virtuelle qui va bien au-delà du périmètre concret dans lequel nous avançons. Et dans une société numérique, l'essentiel du patrimoine de l'entreprise est du patrimoine informationnel. On rajoute là-dessus que nous sommes dans une société où aujourd'hui les employés ont leurs propres objets connectés, que les frontières privées personnelles sont plus compliquées. On va utiliser les mêmes outils pour se connecter à titre personnel ou à titre professionnel. On est également dans une société où l'employé va arriver avec ses propres réseaux, où on va aujourd'hui parler de portabilité. Donc on voit bien que tous ces éléments changent culturellement notre appréhension du risque, et l'ensemble de ces dispositions que vous évoquez sont des dispositions qui ont vocation à créer des clignotants rouges. Mais ces clignotants, et c'est ce que j'essaie de dire, j'ai encore un petit peu de temps ? Oui. Ces clignotants rouges ont vocation à être mis en place. C'est une question de méthodologie à l'intérieur des entreprises. Il ne s'agit évidemment pas de prendre, d'ailleurs vous n'y arriveriez pas, à prendre l'ensemble des directives et à les digérer. C'est impossible. Ce qu'il faut, c'est identifier les zones de risque. À partir des zones de risque, vous en avez 7 en général dans les entreprises, vous allez me dire lesquelles. On verra ça plus tard. Mais vous avez 7 zones de risque sur lesquelles il y a des mesures à la fois techniques, opérationnelles, de bon sens, pragmatiques, et il y a le juridique. Et le juridique va créer des contraintes. Par exemple, mettre en place une charte à l'intérieur d'une entreprise, ce n'est pas une obligation fixée par la loi, mais c'est une mesure juridique qui va venir encadrer et limiter la prise de risque. Donc, ce sont l'ensemble de ces éléments qui vont permettre d'appréhender et de, surtout, maîtriser ce dispositif. Donc, oui, il y a beaucoup de textes, mais ça participe d'une volonté de prise de conscience et de vous dire attention. Attention, aujourd'hui, on vit, et c'est notre intérêt collectif, éthiquement, mais aussi pour préserver vos patrimoines informationnels, pour ne pas être menacé par ces cyberattaques et cette cyberguerre économique qui peut se mettre en place et qui peut déstabiliser tout le monde, et on l'a vu, on a vu comme ça peut provoquer des menaces et des déstabilisations collectives, alors il y a un minimum de protection à faire. Et je rajoute une dernière chose, c'est dans ce contexte qu'il est demandé à tous les éditeurs, tous les prestataires, tous les acteurs qui accompagnent de privilégier des solutions privacy by design, privacy by default. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que dès le début, très en amont, il faut limiter les risques et essayer d'avoir des solutions qui anticipent la mise en œuvre de ces éléments-là. Tiens, très bien. Eh bien, ça va faire la transition. Je pense que c'est une excellente transition vers vous, Monsieur Moutou. Donc, vous travaillez chez Thales, je le rappelle. Vous êtes en prise directe avec ces cyberattaques. Est-ce que vous pouvez nous préciser votre vision sur les attaques qui actuellement se développent et celles de demain qui ne manqueront pas aussi de faire naître quelques craintes ? En fait, les attaques aujourd'hui, je crois qu'on les connaît tous. Ce qu'il faut bien voir, c'est le futur, il est lié au fait que les mondes sont de plus en plus interconnectés. Et ça, c'est la grande difficulté, c'est que pour aller plus loin dans notre exploitation de l'information, en fait, on essaye de sortir du système d'information que l'on manipule. Je vais prendre un exemple simple. Aujourd'hui,
Tout le monde comprend que pour qu'un avion se pose quelque part, certes, il faut avoir une bonne connaissance de l'aéroport sur lequel il se pose, mais il faut avoir aussi une connaissance de la météo. Et les données météo, elles ne sont pas dans les données de l'aéroport. Donc vous allez mettre ces données ensemble, à un moment donné. Et ça va vous aider. Je connais moins bien le métier de la banque, hein, mais ce que je sais, c'est que si vous voulez bien comprendre vos clients dans le retail, à un moment donné, vous allez être obligé de vous exposer à la compréhension de l'univers dans lequel il se déplace, de son environnement le plus proche. Donc, vous allez mélanger les données. À partir du moment où vous mélangez les données, vous ouvrez un lien entre deux espaces. Et c'est comme quand je discute avec vous. Voilà, si quelqu'un vient écouter, il sait ce qu'on se dit. Et c'est ce qui se passe dans notre vie aujourd'hui. C'est que nous échangeons. Et dès que nous échangeons, on s'expose. C'est mécanique, on ne peut rien y faire. Donc la question qu'il faut se poser, c'est jusqu'à quel point ça va devenir critique. Et en fait, la criticité, elle vient avec quelque chose qu'on ne voit pas venir aujourd'hui. Pas tous en tout cas, c'est le changement que nous allons avoir d'ici quelques années et très vite devant nous avec l'arrivée de la 5G. La 5G, c'est un monde nouveau dans la communication, hein. C'est un monde où tout est interconnecté de manière logicielle. Il n'y a plus de radio, il n'y a que du logiciel. Et vous savez tous, hein, quand il y a du logiciel, il y a des soucis. C'est mécanique. Hein. Vous ne pouvez rien y faire, ça arrive forcément. Pour ne pas avoir de soucis dans un logiciel, il faudrait qu'à chaque fois qu'il y a un échange, hein, c'est-à-dire vous faites 2 plus 2, vous vérifiez que c'est bien 2, vous vérifiez que c'est bien 2, et vous vérifiez que c'est bien plus. Vous imaginez ? Imaginez si sur votre smartphone, à chaque fois que vous faites quelque chose, le truc, il vérifiait que c'est bien la bonne donnée, la bonne opération, la bonne donnée. 3 heures après, vous êtes encore en train d'envoyer un SMS. Hein. Donc, on ne peut pas faire ça. À partir du moment où on ne peut pas faire ça, on ne peut pas s'isoler, il va falloir imaginer autre chose. Et c'est la grande difficulté du monde de demain, c'est qu'il faut imaginer autre chose. Imaginer autre chose, ça passe par des concepts très amont, hein, c'est sûr. On doit penser système et pas penser uniquement application. Il faut penser système, ce qui est quand même une chose compliquée. Et là, le deuxième aspect, c'est qu'il faut arriver à ce que la donnée porte sa sécurité. Et ça, c'est la révolution de demain. Il faut que la donnée, dès qu'elle est émise, elle porte sa propre sécurité. De la même manière que le dossier du patient dans le monde de l'hôpital devrait porter sa propre sécurité, quand vous émettez votre nom, votre prénom dans n'importe quel système, vous devez y accrocher votre propre sécurité. Et ça, c'est sans doute les systèmes de demain. Et si vous avez ça, on peut espérer que les menaces de demain, elles seront, en tout cas les menaces sur les aspects privacy, hein, sur les aspects vraiment attaque aux données individuelles, elles seront plus difficiles parce que vous porterez votre propre sécurité sur l'échange des données. Alors c'est un concept hein, qui est en pleine effervescence scientifique. On voit bien que ça expose à beaucoup de choses, ça expose à de l'anonymisation, à des technologies mathématiques un peu plus sophistiquées que ce que nous avons aujourd'hui. Mais c'est une troisième révolution dans le logiciel. La première révolution, c'était dans les années 80, quand on est passé du langage procédural, qui était des programmes qui s'échangeaient les données, au langage orienté objet, qui est celui que vous connaissez aujourd'hui partout, où ce sont les données qui s'échangent les programmes, hein, tout bêtement. Et bien la troisième révolution, c'est quand la donnée portera sa propre sécurité. Et si on arrive à ça, on peut espérer que sur l'aspect vraiment privacy, on a une autre manière technique de gérer le problème. Mais si vous me permettez, petit aparté, à la fin, le maillon faible, c'est toujours le même. Hein. C'est vous, c'est moi. Ça démarre toujours comme ça. C'est parce qu'à un moment donné, quelqu'un a tout simplement cliqué au mauvais endroit. Et ça démarre toujours comme ça. Ça n'arrive pas par hasard. Donc la prise de conscience individuelle, elle est essentielle à tous les niveaux. Vous voyez, je ne vais pas donner d'exemple, mais vous prenez votre téléphone, il est plus en charge. Qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez un câble USB, vous le mettez sur votre PC, ça y est, les ennuis commencent.
Et c'est des petites choses de rien du tout. Mais c'est ce quotidien-là qui est très, très important. Parce que une société comme la mienne, ou celle pour laquelle je travaille, peut développer des systèmes de protection énormes. On sécurise, je crois, 9 des 10 plus grandes banques aujourd'hui dans le monde. Ça n'empêche, si quelqu'un vient avec son smartphone et le plug sur son PC pour le recharger, ben voilà, ça va pas bien se passer. C'est évident. D'autant plus, comme vous l'avez dit, il y a d'un côté Microsoft et de l'autre côté, autre chose que Microsoft. Vous n'avez pas forcément ça. Vous avez iOS, Android. En plus, vous avez le fait qu'il y a deux systèmes. Deux systèmes qui ne se parlent pas beaucoup et qui facilitent le fait que vous allez pouvoir échanger de manière malhonnête. Et ça, c'est un autre souci. Donc la prise de conscience individuelle, à mon avis, ça reste quand même un truc important. Oui, je pense qu'on va pouvoir aborder ça très rapidement dans notre deuxième partie pour évoquer les solutions concrètes à mettre en œuvre. Juste avant cela, je voulais revenir vers vous, Myriam Kemener, pour donc vous qui êtes directement impliquée dans la lutte face aux cybercriminels, qui réfléchissez beaucoup aux solutions juridiques, notamment à mettre en œuvre pour lutter face à ces phénomènes. Est-ce que vous pensez qu'on dispose aujourd'hui de l'arsenal suffisant vis-à-vis de ces menaces ? Alors, on l'a dit tout à l'heure, minimum une loi par an qui concerne de près ou de loin la lutte contre la cybercriminalité. Donc, il y a un empilement des textes qui présentent une certaine cohérence, mais aussi une complexité. Et en fait, le problème, c'est souvent la mise en œuvre de ces textes. Il y a deux aspects. On a un arsenal, on a tendance à dire en France, on est en retard. Au niveau juridique, il faut savoir que notre arsenal inspire beaucoup de pays. Nous avons depuis longtemps adhéré à la Convention de Budapest, qui est le seul traité international en matière de lutte contre la cybercriminalité. Bon, ce dispositif date de 2001, mais au fil des années, des améliorations ont été apportées. Le problème, enfin de ce que je vois de ma modeste expérience, c'est la difficulté à mener à bien des procédures, puisqu'il y a deux aspects dans ces procédures. Un aspect technique qu'il faut maîtriser. Donc de plus en plus, les juristes doivent parler aux ingénieurs et, je dirais, aux développeurs, aux autres corps de métier. Et les procédures aussi ont un aspect souvent international, puisque une attaque peut être initiée à l'autre bout du monde, dont les effets vont se faire sentir sur le territoire français, par exemple. Donc, de plus en plus, le législateur a adapté. Il y a des évolutions en matière de critères de compétences territoriales. Il y a, depuis, vous le savez, la loi du 3 juin 2016, une compétence dédiée à la juridiction parisienne en matière, justement, d'atteinte au système de traitement automatisé de données, en particulier de l'État. Il faut savoir aussi que nous sommes dans une dimension internationale et européenne, donc beaucoup de nouveaux textes ne sont ni peu ni moins que la transposition de directives. Et je pense, on en a parlé tout à l'heure, directive Nice, qui est en cours de transposition, c'est bien avancé par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui va justement aller au-delà d'une protection des organismes d'importance vitale, mais aller aussi viser d'autres acteurs. C'est des organismes de services essentiels, donc qui comprennent, y compris d'ailleurs les moteurs de recherche, mais curieusement, les réseaux sociaux ont échappé à ces nouvelles obligations. Donc, on a un arsenal complet, on est un petit peu en formation continue, même en tant que juriste, parce que cette évolution est très rapide. La mise en œuvre, j'en dirais deux mots. On a des procédures qui sont, alors certains les qualifient d'intrusives, je parlerai plutôt de techniques d'enquête
l'enquête numérique. Je pense à, par exemple, l'enquête sous pseudonyme, la captation de données, le recours à ces fameuses boîtes noires. Donc, ça fait un peu débat puisque la régulation ou la réglementation d'Internet et du numérique, c'est la recherche d'un équilibre entre la protection des libertés individuelles et évidemment la protection d'un ordre public qui devient numérique. Et aussi, on a des obstacles dans la mise en œuvre de ces textes. Je prendrai un exemple, c'est la jurisprudence Télé 2, hein, tout le monde la connaît. C'est-à-dire que la Cour de justice a déclaré qu'il ne fallait pas faire une conservation généralisée des données, mais une conservation ciblée. Donc évidemment, en matière pénale, ça pose quand même des soucis. Donc on essaie de démontrer qu'il n'y a pas de conservation généralisée, mais une conservation ciblée des métadonnées. Donc ça suppose véritablement, après se pose la question de remonter jusqu'aux auteurs, si je suis encore dans les temps pour en dire deux mots. C'est vrai que de plus en plus, la cybercriminalité, bon, maintenant, on a une définition à peu près calée, hein, les infractions qui visent les systèmes d'information et aussi tout ce qui est fraude, escroquerie, qui de plus en plus, il n'y a plus de braquage, je dirais, physique. De plus en plus, on est sur des braquages numériques. Et la difficulté, évidemment, c'est de remonter jusqu'aux auteurs puisque cette délinquance, elle est industrialisée avec des systèmes de rebond et souvent très difficile de remonter jusqu'aux auteurs. Et c'est toute la question de l'attribution des cyberattaques qu'on évoquait tout à l'heure, d'où une réflexion et des travaux qui sont menés au niveau interministériel. On parle aussi de cyberdéfense. Enfin, les trois notions sont liées. Cyberdéfense, c'est les intérêts fondamentaux de la nation. En dessous, on a la cybersécurité, c'est-à-dire l'anticipation des risques numériques. Il y a une politique qui est menée par les entreprises, l'ensemble des acteurs et évidemment le secteur bancaire et financier est largement concerné. Et cybercriminalité, qui est ni plus ni moins la transposition de la délinquance à l'ère numérique. Je pense que dans les années à venir, on n'aura quasiment plus de délinquance, je dirais, en dur, entre guillemets, mais plutôt, c'est beaucoup plus facile de commettre des délits en restant tranquillement chez soi, au chaud, et il n'y a pas cette confrontation auteur-victime. Donc, je pense que ça va impliquer des modifications des organisations au niveau étatique et aussi bien l'ensemble des ministères. Et bon, moi qui suis issu du monde judiciaire, là aussi, il y a des bouleversements qui sont en cours, des reconfigurations qui sont envisagées notamment au niveau de Paris. Hein, c'est vrai qu'on pense que l'ANSSI a plus de 500 personnes et qu'au niveau du parquet de Paris, sur la question cybercriminalité, on est 3 ou 4 magistrats. Je pense qu'il y a une montée en puissance qui s'impose. Voilà, très rapidement, et puis je répondrai aux questions intérieurement. Merci, oui, notamment sur l'identité des criminels. Je pense qu'on pourra revenir dessus plus tard, ce sera très intéressant. Alors, Philippe Moutou, tout à l'heure, vous avez mis en lumière la responsabilité humaine. Est-ce que, néanmoins, des solutions technologiques pourraient amener à limiter... à limiter les effets négatifs qui pourraient survenir d'une action humaine malencontreuse. On parle beaucoup d'intelligence artificielle et de deep learning. Est-ce que ces technologies qui semblent pleines de promesses peuvent également être appliquées dans le monde de la cybersécurité ? Alors, je vais vous dire oui, mais après... je pense qu'on ne fait pas d'intelligence artificielle aujourd'hui. Hein. Je vais peut-être mettre tout le monde mal à l'aise dans cette salle, mais on fait de l'apprentissage profond, hein, deep learning, c'est voilà, apprentissage profond. On a enlevé le mot statistique parce que ça fait peur à tout le monde. Voilà, c'est de l'apprentissage statistique profond. C'est basé sur de l'estimation de paramètres sur des couches multiples, mais ça reste de l'apprentissage statistique. C'est une toute petite branche de l'intelligence artificielle. C'est tout petit.
On ne fait pas de raisonnement, on ne fait pas de prédiction, on ne fait pas ce que vous êtes capable de faire. C'est-à-dire, moi je suis rentré dans cette salle tout à l'heure, je savais que c'était une salle où il y avait un forum, une session, une estrade, tout ça c'était quasi instantané, quoi. Et on n'en est pas là, quoi. On n'en est pas là, vous pouvez faire ce que vous voulez, on n'en est pas là, on est dans l'apprentissage statistique. Alors, statistique, ça veut dire c'est-à-dire qu'il faut des données. Et il y a une expression en anglais que j'aime beaucoup qui dit garbage in, garbage out. Donc, si vous apprenez à partir de choses qui n'ont pas un grand lien avec ce qui va vous tomber dessus, vous aurez appris plein de trucs. C'est évident. Mais quand ça va vous arriver, vous ne l'aurez pas vu venir. Donc, c'est une grande difficulté. Et on a beaucoup de difficultés parce que il y a les aspects souverains qui sont essentiels, qui font qu'on ne partage pas nos données. Ça me paraît assez sain. Et puis, il y a les aspects de valorisation. La donnée dans notre société et dans vos entreprises, ça reste une valeur énorme. Donc, vous n'allez pas commencer à la publier et à la diffuser à tout le monde. Partager vos données pour agrandir le champ des connaissances, c'est un enjeu intéressant. Si vous n'avez pas un champ de connaissances très important, ça va être difficile d'appréhender les événements qui sont rares. Donc l'apprentissage statistique, ça marche, mais il faut être dans des environnements où on a pu observer longtemps et on a pu construire en fait des systèmes qui ont bien finalement modéliser l'espace, qui permettent de bien comprendre où on est. Et après, la deuxième difficulté, c'est que on est souvent dans un monde où il faut réagir vite. On ne peut pas rester là 6 heures après. Et il y a deux difficultés. La première, c'est que l'attaquant, il va de plus en plus faire finalement comme l'attaquant classique. On ne va pas cambrioler une banque ou comme ça sur un coup de tête. Le braqueur de banque, il vient, il regarde où sont les caméras, il regarde comment on rentre, comment on peut partir. Le braqueur de système d'information, il fait la même chose. Il vient, il s'installe, il observe, il cherche le maillon faible et puis à un moment donné, il déclenche. Votre difficulté, c'est l'observer avant qu'il déclenche. Parce qu'il va faire 2 ou 3 choses qui vont passer inaperçues parce qu'elles sont toutes petites, infimes dans la masse. L'apprentissage statistique peut permettre de faire ça parce qu'on peut petit à petit mettre en évidence l'événement extrêmement rare et se dire il est rattaché à quelque chose. Après, la stratégie de défense, puisqu'on parle ça aussi, est-ce que ça ne consiste pas tout simplement à l'isoler ? L'isoler parce que ça permet ensuite de le retracer. Mais ça, c'est difficile à accepter. Vous voyez, vous avez un intrus dans votre système d'information et vous vous dites, ça y est, je le connais, je vais le mettre quelque part, je vais l'observer. Mais vous savez qu'il est là. Plutôt que de l'éradiquer, plutôt que de l'enlever, pour que lui fermer le système, vous le laissez vivre. Et vous essayez de regarder comment il va se déplacer. Qu'est-ce qu'il va faire ? Parce que c'est ça qui permet ensuite de remonter plus loin. C'est des stratégies qui sont extrêmement risquées. Parce que si vous vous ratez, ça peut être un grand souci. Donc la technologie, elle existe, elle est disponible, elle a ce point faible que si vous n'avez pas beaucoup de variété dans la donnée, elle ne va pas bien fonctionner. Et puis après, voilà, la projection sur le monde de l'intelligence artificielle, la projection sur le monde de la prédiction, du raisonnement, dans tous nos systèmes, je ne parle pas que dans les systèmes de cybersécurité, c'est une projection qui va venir, c'est évident, mais qui nécessite de nouveaux travaux, ou des travaux qui existent déjà, mais qui doivent être approfondis. Donc je pense que la confusion qu'on a aujourd'hui, cette espèce de hype sur l'intelligence artificielle, qui est liée uniquement à l'apprentissage profond, noie le bébé en fait. Et on a besoin de prendre conscience tous du poids de la donnée, de sa consistance, de la variété dont qu'on a besoin d'avoir. Et puis on a besoin de se dire qu'on gagne parce qu'on est ensemble. Et il faut trouver les moyens à la fois techniques, les moyens juridiques,
parce que c'est des moyens de protection de la propriété intellectuelle. Il faut trouver les moyens de s'organiser pour partager l'information qui va nous permettre d'être plus forts. Et que ce soit au niveau français, mais aussi au niveau européen. Dans la plupart des programmes de recherche européens que nous lançons aujourd'hui, que je vois, nous avons depuis maintenant 4-5 ans, sur ces programmes de recherche collaborative, des juristes, alors que ce sont des programmes techniques, des juristes, des gens qui viennent parler d'éthique, qui sont dès le départ impliqués. Et je pense que c'est ça le truc important, c'est vraiment s'ouvrir, se créer une communauté où on est capable à la fois de partager notre information, mais aussi de se donner les garanties pour préserver notre puissance, parce qu'il ne faut pas non plus perdre notre compétitivité parce qu'on partage nos informations. Alors, Christiane Ferralschul, je rebondis sur ce que vient de dire Philippe Moutou. On parle de travail d'équipe avec notamment l'importance des juristes, des avocats pour intervenir très en amont. Comment est-ce que vous percevez l'alliance à venir entre la technologie et l'homme pour ces questions de sécurité cyber ? Alors, il faut que les technologies restent au service de l'homme. C'est une règle qui apparaît depuis 1978, article 1er de la loi informatique et liberté. Il est marqué, l'informatique doit être au service de l'homme et pas l'inverse. On retrouve cette règle dans le règlement européen, qui rappelle qu'il ne peut pas y avoir de décision qui soit prise, que le profilage qui est fait ne doit pas conduire à des prises de décision individuelles sans l'intervention de l'humain. Alors, pour répondre à votre question, vous avez raison, on parle beaucoup de justice prédictive. Et la question, et c'est d'ailleurs l'une de mes préoccupations, c'est que la justice doit rester humaine. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser, comme vous l'avez très bien dit, tous les outils qui sont mis à disposition. C'est quoi l'intelligence artificielle? C'est quoi la justice prédictive? C'est exactement ce que vous avez expliqué, c'est la capacité d'aller chercher l'information et de pouvoir, lorsque vous venez nous poser une question, la capacité de pouvoir identifier la meilleure réponse et vous donner un sentiment sur comment, statistiquement, les juridictions vont réagir aux problèmes qui va leur être posé. Sauf que là où nous l'avons fait dans le passé en faisant de la recherche manuelle dans des ouvrages, ensuite via les bases de données, eh bien on décuple le potentiel. Et là où on le faisait sur 15 décisions puis 150 décisions, on va le faire sur 150 000 décisions, voire plus d'1 million de décisions, avec cette capacité d'aller chercher ce qui se passe dans d'autres pays européens. Donc ça va donner ces éléments. Mais ça ne va pas retirer l'analyse qui va être faite ensuite à partir de ces éléments. Parce que c'est à partir de mon expertise, de mon expérience que je vais pouvoir dire oui, mais là, on va pouvoir faire un revirement de jurisprudence. Ce que je vais pouvoir vous dire, c'est la jurisprudence n'est pas favorable, mais on va pouvoir utiliser tels nouveaux arguments. Et ça, ce n'est pas statistique. Ça, c'est vraiment le savoir-faire. Et ce qui me conduit d'ailleurs à une réflexion qui est que lorsqu'on parle du prédictif, de l'intelligence artificielle, je me dis, mais on raisonne toujours à l'instant T. C'est-à-dire aujourd'hui, toutes vos expériences vous conduisent à prendre tous les jours dans vos travaux des décisions, mais qui ont été mûries à travers votre expérience. Vous avez d'abord été stagiaire, puis collaborateur, puis vous avez peut-être été en charge de projet, puis directeur, etc. C'est cette succession de métiers dans la continuité, qui vous conduisent à savoir utiliser l'information que vous avez. Et je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans lorsque les mêmes, plus jeunes, auront toujours utilisé ces outils? Comment est-ce qu'ils vont l'exploiter? Alors sans doute de la même manière, parce que quand vous regardez ce qui s'est passé les 30 dernières années, on n'exerce plus du tout, nous, avocats, comme on exerçait il y a 30 ans. Déjà, il y a 30 ans, je vous dirais que
le rêve du jeune avocat était, quand vous l'appeliez, de passer par le standard qui passait à la secrétaire et qui vous appelait. Aujourd'hui, vous avez tous les smartphones et c'est considéré presque comme anormal si vous n'avez pas ce contact direct. De la même manière, aujourd'hui, moi, ce que j'appréhende, simplement, c'est la fracture numérique qui pourrait se mettre en place dans notre profession, dans la profession des avocats, entre les cabinets qui vont utiliser l'intelligence artificielle ou qui investissent dans l'innovation et l'intelligence artificielle et ceux qui ne l'ont pas. Donc, pour répondre très précisément à votre question, nous avons tous l'obligation d'utiliser tous les outils qui sont mis à disposition. L'intelligence artificielle, c'est cet outil super efficace de statistique. Mais il faut que, comme pour la justice qui doit rester humaine, nous conservions cette part d'humanité. C'est une règle, et je reviens à l'éthique. Et je pense que dans toutes les technologies, il ne faut jamais perdre de vue l'importance de cette éthique qui doit conduire à se poser des questions. La suppression des hommes pour des robots, la question de comment optimiser, comment ne pas s'enfermer dans des décisions, comment continuer à faire évoluer le droit, les décisions, et ce sont des hommes et des femmes qui ont modifié les choses. Donc oui à l'intelligence artificielle, c'est quelque chose moi qui me fascine et qui m'intéresse, mais je dis que enfermer le jour où nous ne serons plus que coachés par des agendas électroniques et des coachs électroniques d'ailleurs, et qu'on perdra notre part d'humanité, le jour où on décidera que parce que nous avons décidé de perdre 3 kilos, eh bien, le contenu du plateau qui va arriver va être fait de telle manière, alors qu'on a peut-être envie du gâteau au chocolat à la fin, eh bien là, on va perdre cette part d'humanité qui est quand même très importante. Merci beaucoup. Alors, je voulais m'adresser à nouveau à vous, Alain Bouillet, pour savoir aujourd'hui quels sont les outils que les responsables de la sécurité des systèmes d'information utilisent et quels sont les plus efficaces, ceux qui ont déjà fait leurs preuves. Oui, alors en sécurité, on a l'habitude de parler d'un triptyque prévention, protection, détection et réaction. Quand on regarde, la prévention, c'est la sensibilisation des utilisateurs, la formation des informaticiens pour qu'ils programment correctement. La protection, c'est effectivement, on a entassé pendant des années, et on continue de le faire, des solutions de sécurité avec plus ou moins de bonheur et d'efficacité. Et quand on parlait tout à l'heure du maillon faible et du problème qui se trouve entre le clavier et la chaise, je trouve qu'on est un peu sévère avec les utilisateurs parce qu'on se rend compte que oui, il y a évidemment des choses où on ne devrait pas cliquer et parfois quand ça arrive, on se dit mais comment quelqu'un a pu croire une baliverne pareille? Mais en même temps, on voit des attaques qui sont extrêmement sophistiquées et où finalement, c'est votre voisin de bureau qui vous écrit et qui vous dit tiens, regarde la vidéo du dernier week-end ou du dernier barbecue. Vous avez quand même très très envie de regarder ces images-là. Donc du coup, le problème de protection aujourd'hui, il est s'il y a des attaques qui réussissent en entreprise, c'est bien parce que les outils de protection sont inefficaces. Enfin, je suis un peu sévère avec les éditeurs, mais on voit bien que les hackers ont une longueur d'avance et plusieurs longueurs d'avance sur les éditeurs, parce que eux, ils ont un système de recherche et développement très élaboré, très sophistiqué, et ils sont tout à fait à même de coopérer ensemble, de partager, évidemment, ce que font pas les éditeurs. Les éditeurs, eux, ils passent leur vie à se racheter entre eux, et pas nécessairement à faire de la recherche et développement. Ça, c'est le premier point. Deuxième aspect, détection. Détection, on disait avant, il faut 200 jours à une entreprise pour savoir qu'elle a été attaquée. Maintenant, c'est 100 jours. Bon, je ne sais pas très bien d'où vient cette statistique. Et si vous regardez Uber, ils ont mis 300 jours à avouer qu'ils avaient été attaqués. Ce n'est pas le fait qu'ils ne l'aient pas vu, c'est le fait qu'ils ne voulaient pas le dire. Donc, cette problématique de savoir si vous avez été attaqué devient quelque chose effectivement d'extrêmement prégnant dans les entreprises, extrêmement
préoccupant pour les RSSI, parce qu'il n'y a rien de pire, effectivement, d'avoir une attaque et de ne pas le savoir. Donc là, pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir à avoir dans l'intelligence artificielle, et je confirme ce qu'a dit mon voisin, on en est encore loin, hein, on est plutôt en train de donner de l'artifice à l'intelligence, éventuellement, mais l'intelligence artificielle, je pense effectivement, couplée avec des problématiques de big data, parce que finalement, qu'est-ce qui va se passer dans les entreprises? On va être de plus en plus amené à surveiller ce qui s'y passe. Puisque de toute façon, vous n'avez plus la maîtrise de la sécurité périmétrique, vous n'avez plus la maîtrise de savoir où sont vos données, vous ne savez même plus où sont vos systèmes d'information, avec le Shadow IT et comment dirais-je, le cloud, le SaaS et tous ces services-là. Enfin, bien malin serait celui qui pourrait dire aujourd'hui, je maîtrise mon système d'information. Le système d'information de l'entreprise, aujourd'hui, c'est totalement éclaté. Donc, du coup, qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste effectivement déjà à savoir ce qu'il faut protéger, hein, et où sont les pépites ou les bijoux de famille où il faut effectivement mettre le paquet en matière de sécurité. Et puis, il faut surveiller ce qui se passe. Surveiller ce qui se passe, ça veut dire à la fois surveiller les flux dans les réseaux, les choses qui sont anormales. Et on le voit maintenant quand il y a des attaques un petit peu sophistiquées. J'ai été confronté à WannaCry comme tout le monde. On a effectivement réussi à arrêter l'attaque parce qu'il y avait un système de supervision très au point. Mais on a eu beaucoup de pots aussi, hein, faut pas non plus rêver. Donc, du coup, on surveille de plus en plus, on génère de plus en plus de traces, de logs, on engrange tout ça dans des systèmes énormes de big data, et on a des technologies de big data aujourd'hui pour les traiter. On n'a pas d'intelligence artificielle. Et donc, je pense qu'effectivement, le pas qu'il va falloir franchir rapidement, c'est lorsque l'intelligence artificielle sera au point. Encore une fois, ce qui n'est pas le cas. Regardez ce qui est arrivé, juste un petit détail en passant, ce qui est arrivé au constructeur automobile, je ne sais plus lequel, qui faisait un test avec une voiture autonome, et il y a quelqu'un qui a collé juste un petit post-it sur un sens interdit. Eh bien, la voiture autonome n'a pas reconnu que c'était un sens interdit. Vous, être humain, vous pouvez coller toutes les décalcomanies que vous voulez sur un sens interdit, vous verrez encore que c'est un sens interdit. La voiture ne l'a pas reconnu. Donc, il y a encore un petit peu de progrès là-dessus. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, moi, je place beaucoup d'espoir dans ces technologies parce qu'à un moment donné, l'être humain, le RSSI et toutes ses équipes n'auront plus la capacité, effectivement, de chercher ces aiguilles dans la meule de foin à longueur de journée. Merci beaucoup. Alors, une toute dernière question pour vous, Myriam Kemener, pour conclure. Est-ce qu'on peut repartir de cette conférence quand même avec une note d'optimisme? Est-ce que selon vous, il est possible de mettre hors d'état de nuire de manière définitive ces divers cybercriminels qui nous menacent? Oui, alors la question, je ne dis pas que c'est une question piège, mais elle est assez difficile. Je pense que ce qu'on constate, c'est quand même qu'il y a une mobilisation extrêmement importante suite aussi à ce contexte de terrorisme. Ça fait accélérer les évolutions en matière de lutte contre la cybercriminalité, hein, parce qu'il ne s'agit pas de diaboliser le numérique, mais le lien a été fait et on constate que c'est véritablement une priorité européenne, la lutte contre la cybercriminalité. Alors, on n'a pas tellement parlé de cet aspect-là, mais je disais tout à l'heure que ça impliquait de nouvelles façons de travailler, une coopération publique-privée, ça me semble aussi tout à fait essentiel, hein, il faut échanger. D'ailleurs, la preuve numérique, elle est détenue dans le secteur privé, hein, donc là aussi, c'est tout à fait important. La preuve, l'attribution des attaques, c'est tout à fait fondamental. Et on s'inscrit, on n'aura pas le temps de trop détailler, mais par exemple, au moment de, justement, on a fait un bilan de la façon dont WannaCry avait été porté à la connaissance à la fois des acteurs et des États, et un travail de collaboration renforcée se développe en particulier avec Europol, Interpol et Eurojust,
juste. On est dans une dynamique européenne. Alors, il y a aussi la création d'un parquet européen. J'en dis 2 mots pour l'instant. C'est les intérêts financiers de l'Union européenne. Mais bon, on peut envisager un élargissement du champ de compétences du parquet européen. Ça peut être aussi une piste. Je pense qu'il faut mutualiser les compétences et de plus en plus, je dirais, on est en quelque sorte en formation continue pour comprendre ces nouveaux modes opératoires. J'aurais pas le temps de détailler, j'ai beaucoup de choses à dire, par exemple sur la justice prédictive. Je pense que ça peut dégager du temps sur des contentieux de masse et justement donner plus de temps à la justice pour se plonger dans des dossiers complexes, parce que la criminalité financière, c'est aussi une forme de cybercriminalité. Donc, c'est des outils, il y a des expériences actuellement à Rennes et à Lille, un travail des juridictions avec notamment une start-up. Je pense que c'est une voie intéressante, mais effectivement, l'humain est là et doit rester là pour pouvoir apporter une plus-value, une expertise et aussi un regard éthique sur l'ensemble de ces évolutions technologiques. Merci beaucoup pour vos interventions. Malheureusement, on n'aura pas le temps pour passer sur la phase de questions-réponses. En revanche, les intervenants sont disponibles et si toutefois on n'en a pas, vous nous soumettez vos questions et on vous apporte effectivement la réponse nécessaire. Malheureusement, il faut qu'on continue et qu'on passe sur les sessions suivantes. Voilà. Merci beaucoup pour vos interventions.